Aujourd'hui, nous allons parler du boson de Higgs ainsi que du champ de Higgs, un champ quantique particulier dont la particule associée est appelée boson de Higgs. Contrairement au boson de jauge, le boson de Higgs n'est pas le médiateur d'une force fondamentale, mais il joue un rôle clé dans le mécanisme qui confère leur masse à certaines particules. Ce qui relie les trois forces fondamentales, la force électromagnétique, la force faible et la force forte, c'est qu'elles sont toutes décrites par des groupes de symétrie, plus précisément par des symétries dites de jauge en physique quantique. Prenons l'exemple d'un carré pour expliquer le groupe de symétrie. Il peut être tourné d'un quart de tour, d'un demi-tour ou de trois quarts de tour, ou même rester dans sa position initiale. Après chacune de ces rotations, le carré conserve exactement la même apparence. L'ensemble de ces rotations constitue ce qu'on appelle un groupe de symétrie du carré. Ce qui relie ces trois forces fondamentales, c'est qu'elles sont toutes décrites dans le modèle standard de la physique par des groupes de symétrie de jauge. Ces symétries sont des invariances mathématiques locales qui structurent la façon dont les particules interagissent entre elles. L'électromagnétisme est associé au groupe de jauge U1 et sa particule messagère est le photon. L'interaction faible correspond au groupe de jauge SU2 et sa transmission se fait par les bosons W+, W- et Z0. Et l'interaction forte est décrite par le groupe de jauge SU3 et sa transmission se fait par les gluons. À ce jour, la gravité n'est pas incluse dans ce cadre. Les groupes de symétrie sont un concept général qui englobe toutes les formes de symétrie qui peuvent décrire des effets visuels et des propriétés géométriques observables, comme par exemple la symétrie d'un objet ou d'un motif, comme on l'a vu l'exemple du carré. Tandis que les groupes de symétrie de jauge constituent un cas particulier utilisé spécifiquement pour décrire les interactions fondamentales en physique quantique. Voici le récapitulatif du modèle standard de la physique des particules, qui est une théorie décrivant les champs fondamentaux et leurs interactions. Ce modèle inclut donc les quarks. Il y en a 6 types: up, charm, top, down, strange, bottom, qui sont les principaux ingrédients des protons et des neutrons constituant les noyaux des atomes. Les leptons, les particules légères. Il y a les leptons neutres, les neutrinos électroniques, muoniques et toïques, et les leptons chargés, l'électron, le muon et le tau. Ce modèle inclut aussi les bosons vecteurs ou bosons de jauge. Ce sont des particules échangées lors des interactions fondamentales. On a le photon pour l'interaction électromagnétique, les gluons pour l'interaction forte et les bosons W et Z pour l'interaction faible. Et enfin, le boson de Higgs. Avant 2012, toutes les particules prévues par le modèle standard avaient été observées à l'exception du boson de Higgs. Cette particule est unique dans le modèle standard car elle correspond à un champ scalaire, c'est-à-dire un champ défini uniquement par une valeur numérique comme un champ de température par exemple. Cela la distingue des bosons vecteurs tels que le photon, les bosons W et Z ou les gluons, qui sont caractérisés à la fois par une valeur et une direction dans l'espace. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le modèle standard des groupes de symétrie de jauge interdisent l'attribution d'une masse aux particules élémentaires dans les équations fondamentales, car cela rendrait le modèle mathématiquement incohérent avec des probabilités qui deviennent infinies ou dénuées de sens. Pourtant, on observe que certaines particules, notamment les bosons W et Z, possèdent une masse importante. C'est justement pour résoudre ce paradoxe que des physiciens théoriciens, dont Higgs, ont proposé en 1964 l'existence d'un nouveau champ omniprésent dans l'univers qui permet à certaines particules d'acquérir une masse tout en préservant la cohérence des symétries de jauge.
Mais qu'est-ce que la masse exactement? En physique des particules, la masse n'est pas une propriété fondamentale, mais plutôt une caractéristique secondaire. Les particules élémentaires acquièrent leur masse à cause de leurs interactions avec le champ de Higgs. Autrement dit, la masse n'est pas incarnée dans la matière dès le départ, elle apparaît comme une conséquence de la façon dont les particules interagissent avec ce champ omniprésent dans l'univers. Ainsi, les particules élémentaires n'ont pas de masse au départ. Elles en obtiennent une parce qu'elles interagissent avec un champ invisible qui remplit tout l'univers. Pour illustrer ce phénomène, on peut comparer le champ de Higgs à de la mélasse, un sirop épais et visqueux. Plus la particule baigne dans cette mélasse et s'y heurte, plus elle a du mal à avancer et plus elle paraît lourde. Moins elle interagit, plus elle est légère, jusqu'à être totalement sans masse comme le photon. Ainsi, la masse n'est pas une propriété intrinsèque, mais le résultat d'une interaction avec ce champ qui emplit tout l'espace. C'est cette interaction qui cause la brisure des symétries SU2 et U1 dans le modèle standard, donnant une masse à certaines particules, tandis que SU3 reste intact, laissant d'autres particules sans masse. Que signifie la brisure des symétries SU2 et U1 dans le contexte du modèle standard et pourquoi la symétrie SU3 n'est pas brisée? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une symétrie de jauge? On peut penser à l'univers comme un jeu avec des règles très précises appelées symétrie de jauge. Ces règles sont comme des lois mathématiques qui contrôlent comment les particules interagissent via les trois forces fondamentales. Comme nous l'avons vu, SU3, c'est la règle pour la force forte qui tient les quarks ensemble dans les protons et les neutrons grâce aux gluons. SU2, c'est la règle pour une partie de la force électrofaible qui gère les réactions comme la radioactivité via les bosons W+, W- et Z0. Et enfin U1, c'est la règle pour l'électromagnétisme qui concerne la lumière et l'électricité via le photon. Ces règles supposent que les particules associées, comme les bosons W, Z ou le photon, n'ont pas de masse pour que les équations restent cohérentes. Mais dans la réalité, certaines particules sont lourdes, ce qui a conduit à proposer le champ de Higgs pour leur donner une masse. On va maintenant parler de la brisure de la symétrie SU2 fois U1. Dans le modèle standard, la force électrofaible combine deux symétries, SU2 pour l'interaction faible et U1 pour une partie de l'électromagnétisme. Ces deux symétries forment un pack appelé SU2 fois U1. Voici ce qui se passe avec le champ de Higgs. Avant le champ de Higgs, les règles de SU2 fois U1 supposent que les bosons W+, W- et Z0 et même le photon n'ont pas de masse. C'est comme si tout était parfaitement équilibré, comme un cube qui tourne sans tomber. Mais avec le champ de Higgs, qu'on peut comparer à un sirop, cet équilibre est bousculé. Il brise la symétrie de SU2 fois U1, donnant une masse aux bosons W et Z. Il choisit une configuration spéciale, une valeur non nulle dans le vide, ce qui casse l'équilibre parfait de SU2 fois U1. C'est ce qu'on appelle la brisure spontanée de la symétrie électrofaible. Du coup, les bosons W+, W- et Z0 interagissent fortement avec le champ de Higgs. Ils nagent en quelque sorte dans le sirop, ce qui leur donne une masse importante. Ils deviennent lourds et peuvent transmettre l'interaction faible. Le photon, quant à lui, ne ressent pas le sirop. Il n'interagit pas avec le champ de Higgs. Il reste sans masse, ce qui correspond à l'électromagnétisme. Pourquoi SU3 n'est pas brisé? La symétrie SU3 concerne la force forte qui lie les quarks à l'intérieur des protons et neutrons grâce aux gluons. Contrairement à SU2 fois U1, SU3 n'est pas brisé par le champ de Higgs car les gluons, qui transmettent la force forte,
ne ressentent pas le champ de Higgs. Ils glissent dans le sirop sans résistance. Donc les gluons restent sans masse et la symétrie SU3 reste intacte, ce qui est essentiel pour que la force forte fonctionne correctement à l'intérieur des noyaux atomiques. En résumé, le champ de Higgs affecte seulement la symétrie électrofaible, SU2 fois U1, mais pas la symétrie de la force forte, SU3. Pourquoi parle-t-on de brisure ? La brisure signifie que le champ de Higgs change l'équilibre parfait des règles initiales. On peut imaginer que l'univers est une marelle avec des cases symétriques. Sans le champ de Higgs, toutes les particules suivent ces cases sans masse. Quand le champ de Higgs apparaît, on imagine que des barrières se dressent autour de certaines cases, SU2 et une partie de U1, forçant les particules, comme les bosons W et Z, à prendre du poids pour les briser. Le photon du groupe U1 reste libre, il ne franchit pas de barrière, donc n'acquiert pas de masse. Les gluons du groupe SU3 continuent sans entrave, aucune barrière ne se dresse et ils restent toujours sans masse. Comment a-t-on détecté le boson de Higgs ? Il a été détecté en 2012 grâce aux expériences ATLAS et CMS, deux gigantesques détecteurs installés sur le Grand Collisionneur de Hadron, le LHC du CERN, le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules jamais construit. Le LHC accélère des protons à des vitesses proches de celles de la lumière dans un anneau de 27 km de circonférence, puis les fait entrer en collision frontale. Ces collisions à très haute énergie recréent, sur de minuscules fractions de secondes, les conditions extrêmes qui régnaient juste après le Big Bang, permettant la production de particules massives comme le boson de Higgs. Le choix d'utiliser des protons plutôt que des électrons, comme dans les accélérateurs précédents, permet d'atteindre des énergies bien plus élevées. En effet, les protons, beaucoup plus lourds, perdent moins d'énergie par rayonnement lorsqu'ils sont accélérés dans un anneau, ce qui autorise des collisions bien plus énergétiques. Le LHC atteint aujourd'hui 13 TeV contre 209 GeV pour le LEP, son prédécesseur. De plus, les collisions proton-proton sont particulièrement efficaces pour produire des particules lourdes car ce sont les quarks et les gluons à l'intérieur des protons qui se percutent réellement, permettant d'atteindre des énergies très concentrées lors de la création de nouvelles particules. Le boson de Higgs est une particule extrêmement massive et d'une grande instabilité. Il se désintègre presque instantanément après sa création, environ 10-22 secondes, en d'autres particules plus stables comme des photons, des bosons W ou Z ou des quarks. On ne peut donc pas l'observer directement. La masse du boson de Higgs a été mesurée à environ 125 GeV, soit environ 133 fois celle du proton. Lors de ces collisions à haute énergie, l'énergie apportée chauffe le vide quantique, permettant de matérialiser temporairement des bosons de Higgs réels à partir du champ de Higgs omniprésent.